À l'issue de 2 protocoles d'accord signés entre le gouvernement et les groupements syndicaux, dont l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, nous recevons sur notre plateau M. Jean-Yves Abonga, porte-parole de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Chers amis internautes d'Ivoire TV.net, je vous dis bonjour. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Monsieur Abonga, bonjour. Bonjour Joël. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, après les échanges que vous avez eus avec le gouvernement, vous avez signé 2 protocoles d'accord. Qu'en est-il exactement? Effectivement, nous avons signé le jeudi 17 août dernier 2 protocoles d'accord avec le gouvernement. Cela vient sanctionner 8 mois de négociations entre le gouvernement et les structures syndicales de Côte d'Ivoire. Ces 2 protocoles d'accord sont relatifs à la trêve sociale, mais aussi aux revendications syndicales. En janvier, nous avons soumis au gouvernement 6 revendications. Et sur les 6 revendications, après de longues négociations, avec beaucoup de péripéties, on a pu obtenir donc 5 points qui ont trouvé des solutions. Il était donc bon qu'on puisse sanctionner tous ces accords-là à travers un document pour que demain on puisse faire cas de cela dans le futur. C'est ce qui a entraîné la signature de ces documents-là le jeudi 17. Et pour nous, c'est un jour historique. Parce que de mémoire des syndicalistes, c'est la première fois qu'on obtient sur 6 revendications importantes, 5 résolues après une négociation avec le gouvernement. Alors, certains fonctionnaires ne sont pas d'accord avec le paiement échelonné sur 8 ans du stock des arriérés. Oui, on a entendu effectivement cela, mais ils ne sont pas très nombreux. Certains d'entre eux avaient souhaité avoir le paiement de leur stock des arriérés immédiatement, en 1 an. Mais je voulais rappeler que le stock des arriérés émane d'un accord avec le gouvernement en 2009. Et une des clauses de ce protocole d'accord indiquait clairement que le gouvernement devait payer ce stock des arriérés-là en fonction de ses capacités budgétaires et par fraction. Donc, on n'a fait que respecter l'esprit et la lettre de cet accord qui a sanctionné les négociations avec le gouvernement en 2009 lors de la négociation actuelle. Mais mieux, je rappelle que, pour ceux qui se souviennent, de 2012 à 2017, cette revendication a été portée auprès du gouvernement. Et on nous a indiqué d'oublier le paiement même de ce stock des arriérés. Par la suite, le gouvernement a indiqué clairement que c'est nous qui avons renoncé au paiement de ce stock des arriérés. Aujourd'hui, ce même gouvernement dit « je suis prêt à payer », mais je suis prêt à payer sur 8 ans. Mais en réalité, tous les fonctionnaires n'attendront pas 8 ans Bien sûr. pour percevoir leurs arriérés. On a pu négocier des modalités de paiement. Et ceux qui ont un salaire, des arriérés inférieurs à 500 000 francs, verront le paiement en une seule année, en 2018. Pour ceux qui ont un stock des arriérés compris entre 500 001 francs et 1 million de francs CFA, percevront donc leur arriéré en 2 ans. Et je prends donc l'intervalle qui suit, 1 million 1 francs à 1 250 000 francs. Ce sera en 3 ans qu'on va donc apurer cette dette. Et de 1 250 001 francs à 1 500 000 francs, ce sera en 4 ans. Et de 1 500 001 francs à 2 millions, ce sera 5 ans. Et plus de 2 millions de francs CFA, ce sera sur 8 ans. Mais quand on fait le cumul de tous ces paiements, après 5 ans, c'est environ 89% de ces fonctionnaires-là qui vont voir leur stock des arriérés payés. Donc il restera un résiduel de 11% de fonctionnaires qui vont bénéficier de ces arriérés-là. Mais je voudrais rappeler que chaque année,
tous les fonctionnaires recevront une fraction de leur arriéré payé chaque année. Donc, voici l'accord qu'on a obtenu. Mais en plus de cela, on allait plus loin. On a demandé au gouvernement de faire en sorte que tous ceux qui sont déjà allés à la retraite, tous ceux qui sont décédés et qui ont des ayants droit, qui vivent, et ceux qui sont en instance d'aller à la retraite, soient des privilégiés dans le paiement de leur stock des arriérés. Donc, eux, ils n'attendront pas 8 ans pour pouvoir payer donc, leur stock des arriérés. Donc, c'est pourquoi je voulais qu'on relativise cela et que je voulais rassurer les camarades. Je pense que c'est un très bon accord qu'on a pu obtenir sur ce point-là, parce que partir de rien du tout à aujourd'hui avoir une lisibilité sur le paiement, c'est une victoire qu'on doit saluer. Alors, M. Abonga, on va parler un peu de la trêve sociale. Que recouvre la trêve sociale? Je vous remercie beaucoup parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur cette question et je crois que l'occasion m'est donnée de pouvoir réagir là-dessus, puisque certains disent que la trêve sociale signée par les syndicats va donc éteindre l'activité syndicale en Côte d'Ivoire. Non, pas du tout. Vous savez, nulle part dans un statut et règlement intérieur de syndicat, vous ne verrez en objectif ou en but inscrit que le syndicat est créé pour faire grève. Non, le syndicat, il est créé pour améliorer les conditions de travail et de vie de ses membres. Et les moyens utilisés par le syndicat, c'est d'abord en première position la négociation. Et puis maintenant, en dernière position, notre arme fatale, la grève. C'est un peu comme une bombe atomique. Quand vous l'utilisez à tout moment, à un certain moment, on n'a plus peur de la bombe atomique. Bien sûr. Elle ne devient plus efficace. Donc, en réalité, notre principale arme et l'arme de force, c'est la négociation. Mais comme ces 20 dernières années, l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés n'ont pas mis en avant la négociation. Ils ont refusé de négocier avec les partenaires sociaux. Ce qui a entraîné automatiquement des crises, des conflits, donc l'utilisation de la grève. Donc on a fait un peu l'apologie de la violence, etc. Or, pour nous, il était essentiel d'inscrire le dialogue social comme une priorité nationale. Et aujourd'hui, le gouvernement, ayant pris la pleine mesure de la nécessité justement de faire la promotion du dialogue social, a donc décidé de négocier cette trêve, qui n'est rien d'autre que des engagements que nous prenons. De la part du gouvernement, c'est d'améliorer de manière continue les conditions de vie et de travail des fonctionnaires, par la voie négociée bien entendu, et nous, syndicats, de privilégier la voie négociée pour trouver des solutions à nos préoccupations. Voici, si vous voulez, résumer en 2 phrases ce que c'est que la trêve pour nous. Donc, en aucun cas, ça vient éteindre nos activités syndicales. Bien au contraire. Surtout qu'à l'intérieur même du protocole, il y a un article qui le précise pour les revendications nouvelles qui n'étaient pas inscrites dans la plateforme de revendication du mois de janvier. Le gouvernement et les syndicats s'engagent à travers une voie négociée, à trouver des solutions à cette préoccupation. Donc, nous allons travailler. Maintenant, si une des parties ne respecte pas ses engagements, ça rompt automatiquement l'accord. Voilà. Et comme nous, on sait qu'on ne va pas rompre l'accord, et que très souvent, c'est le gouvernement qui aime rompre les accords, on va prendre nos responsabilités. Qui sont? Que vous connaissez tous. La grève. Voilà, que vous connaissez tous. Et je pense que la Constitution ivoirienne nous donne ce droit fondamental là, de le faire. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Je veux dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de se retrouver. De retrouver l'ensemble de ses forces vives et, à travers la négociation, de créer un cadre apaisé de résolution de tous les conflits qui pourraient exister. Et nous, syndicalistes, on est à l'aise quand on est autour d'une table de négociation. Est-ce que vous êtes satisfait des 2 accords, des 2 oui, protocoles pleinement, d'accord? nous sommes satisfaits des 2 accords.
comme je l'ai indiqué pour tout à le l'heure, moment. nous sommes satisfaits. Et concernant le premier protocole portant revendication, il vient rappeler les acquis qu'on a obtenus, c'est-à-dire la révision de l'ordonnance portant régime de personnes de la retraite, où on a 5 points qui ont été donc repris, et l'Assemblée nationale a voté la loi en prenant en compte donc ces différentes réformes. Nous avons la bonification indiciaire de 150 points d'indice pour les fonctionnaires de la catégorie A et B, et puis de 100 points d'indice pour la catégorie des fonctionnaires de la catégorie C et D, qui va prendre effet en 2018, en janvier 2018. On a aussi l'intégration des journaliers, environ 1800 jeunes Ivoiriens qui vont intégrer la fonction publique à partir de 2018. On a la question de la liberté syndicale. Aujourd'hui, on a pu obtenir donc le retour du précompte à la source, mais aussi le gouvernement s'est engagé à ne pas entraver la liberté syndicale en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est vraiment une grande victoire. Et puis, on a le paiement du solde de l'arrivée qui est important, 249,6 milliards. Vraiment, ça sera fait la fine bouche si on dit qu'on n'a pas vraiment obtenu quelque chose. Il faut le dire honnêtement, c'est un bon accord qu'on a obtenu. Et on veut vraiment le savourer. Je pense que les années à venir, ceux qui vont venir vont dire effectivement il y a eu une lutte historique qui a permis d'obtenir tous ces acquis pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Alors, M. Abonga, nous aurons bientôt les élections de la MUJFC. Quelle est la position de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire par rapport à ces prochaines élections? Merci bien. Je pense que l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire veut se positionner comme un outil qui permettra d'améliorer les conditions de travail et de vie des fonctionnaires. Donc, partout où cette condition-là est discutée, nous devons y être. Et la MUJFC est notre outil de solidarité par excellence. C'est un outil de protection sanitaire qui, pour nous, est vraiment important. Donc, on a décidé, au niveau de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, sur la question des élections, de soutenir et de faire partie du groupe Union, Solidarité, Espoir, qui est un grand groupe de 179 syndicats, associations, qui sont mis autour donc du camarade Soro Madou, PCA de la MUJFC. Je voulais aussi rappeler que la quasi-totalité des syndicats membres de l'IFSI, bien entendu, soutiennent donc cette liste. On l'a fait parce que on voudrait apporter des réformes importantes au niveau de la MUJFC. La MUJFC a fonctionné sur la base des cotisations de ses membres. Ce qui fait que si on a un nombre, on touche du bois, un nombre important de fonctionnaires qui tombent malades en même temps, ce n'est pas évident que les ressources générées puissent permettre de les soigner. Donc il nous faut créer des ressources additionnelles qui vont permettre une meilleure prise en charge des mutualistes. C'est ainsi que le groupe souhaite mettre sur pied une banque pour les fonctionnaires à travers la MUCREPSI, qui est donc notre structure d'épargne au niveau de la MUJFC. On veut la transformer en banque, d'une part. Ensuite, on s'est aussi rendu compte que les fonctionnaires partent souvent à la retraite sans avoir un logement. Donc, faire en sorte qu'on ait une société de conditions immobilières en appui à notre banque pour permettre aux fonctionnaires d'avoir accès au logement. Et enfin, le dernier projet qu'on veut mettre en place, c'est la construction d'hôpitaux. Puisque pour avoir accès aux soins, il faut qu'il y ait un hôpital. Et souvent, on n'a pas un plateau technique très fourni. Aujourd'hui, le seul hôpital des fonctionnaires qui existe a un plateau technique très élevé. Et cet hôpital-là est débordé. Donc, pour cette mandature qui arrive, on a pour projet de construire 5 hôpitaux, c'est ça, hein? 5 hôpitaux. Voilà, 5 hôpitaux. On a l'hôpital d'Abata, qu'on veut mettre sur pied. On a l'hôpital de Daloa, de Boaké, de Korogo, qu'on veut construire. Et ces projets sont déjà bouclés. Les financements sont bouclés.
on ne prendra pas 5 francs dans la caisse de la MUJFC pour pouvoir initier ce nouveau projet. Et c'est quand? Tout ça, c'est à partir de quand que cela sera mis en œuvre? Bon, si les fonctionnaires ivoiriens nous font confiance et votent la liste Union, Solidarité, Espoir. Qui est derrière cette liste-là? Qui est le candidat? Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est le camarade Soro Madou, président du conseil d'administration de la MUJFC, qui, à travers la première mandature, a produit un bilan satisfaisant. Donc on n'a pas jugé utile, nous, de briguer un mandat contre lui. Mais est-ce que selon les textes, il doit se présenter encore aux élections? Selon les textes? Oui, les textes de la MUJFC lui permettent d'être candidat. Je vais expliquer un peu le processus, mais rapidement. Allons-y. En quelques mots, il faut dire que dans la configuration actuelle de la MUJFC, c'est le mutualiste qui paye ses cotisations, qui a droit donc de citer pendant les élections et aussi dans le choix de ses gouvernants. Or, ces élections se déroulent d'abord de manière régionale. La Côte d'Ivoire a été divisée en 32 régions. Et la décision sur laquelle se fonde donc le cadre juridique de la MUJFC actuellement, c'est une décision 007 de l'UEMOA, qui vient préciser clairement que quand la mutuelle est assez grande, il faut environ 300 délégués. Or, il y a environ 380 000 adhérents au niveau de la MUJFC. Donc, on a décidé de prendre un délégué pour 1000 fonctionnaires. Donc, en fonction du poids démographique de différentes régions, on a donc identifié un nombre de délégués par région. Ce qui fait que la première étape des élections au niveau de la MUJFC se déroule de manière régionale. Et c'est, si vous voulez être candidat, c'est à votre lieu d'exercice, d'activité, que vous pouvez être candidat. Ainsi donc, si moi, à Bonga, je veux être candidat, comme j'enseigne à Jacquesville, au lycée professionnel de Jacquesville, je ne peux être candidat que dans les grands ponts. Donc, je serai candidat dans les grands ponts. Le camarade Soro Madou enseigne au collège Aris d'Adjamé, il ne peut être candidat à Abidjan. Est-ce que vous voyez? Donc, chaque région aura donc à participer à ces élections de manière régionale d'abord. Et quand on va élire tous les délégués par région, ceux-ci vont se retrouver en Assemblée générale. Donc, les 300 délégués élus vont se retrouver en Assemblée générale, c'est la seconde étape, pour élire maintenant les 10 membres du conseil d'administration. Et c'est quand les 10 membres-là se retrouvent qu'ils vont maintenant élire leur président. Donc il y a 3 étapes. Donc pour la première étape-là, tout mutualiste est éligible. Il suffit de prouver que tu as ta carte de mutuelle et que tu ajoutes tes cotisations, tu es éligible. Vous comprenez? Monsieur. Donc, le camarade Soro Madou, pour cette première phase des élections, est éligible. Donc, on ne peut pas venir encore actuellement lui dire qu'il n'est pas éligible. Par contre, quand on va élire les 300 délégués, quand ils vont se retrouver, c'est là maintenant le comité de l'État va regarder pour dire, bon, ceux qui veulent être membres du conseil d'administration, regardons les tests pour voir. Tout à fait. Et c'est à ce niveau-là que je voulais aussi indiquer que la MUJFC a traversé 4 mandatures. Quand vous prenez les tests de la MUJFC, en 1973, c'était une direction centrale qui gérait la MUJFC. Donc c'est l'État qui gérait la MUJFC. En 1989, l'État a concédé la gestion aux centrales syndicales. Et quand vous prenez les statuts et règlements intérieurs de la MUJFC, on cite une loi française de 1898 sur le secours mutuel et un décret de 1902. Voici le fondement juridique de cette MUJFC en 1989 et qui a fonctionné jusqu'en 2012. Et en 2012, le gouvernement a repris la gestion de la MUJFC, a dissoudre les organes de la MUJFC et par décret instauré un comité ad hoc de gestion.
Donc de 2012 à 2013, c'est l'État qui a géré la MUGEFSI. Et en 2013, on a mis maintenant sur pied une nouvelle MUGEFSI qui a pour fondement juridique la décision 007 de l'UEMOA qui met en place maintenant une autre mutualité. J'ai rappelé ça rapidement pour dire que si on est en politique, on est dans la 4e République. Vous comprenez? Oui, d'accord. Bien. Or, hier, en 1989, c'était les centrales syndicales qui désignaient des personnes pour être donc au conseil d'administration. Donc, il n'y avait pas d'élection comme on le fait actuellement. Donc, ce sont des personnes morales qui étaient donc représentées dans le conseil d'administration. Or, aujourd'hui, ce sont des personnes physiques. Et quand on prend la liste des candidatures à déposer, hier, on demandait un siège social. Est-ce qu'un individu a un siège social? Non. Hier, on demandait un statut et règlement intérieur. Est-ce qu'une personne physique a... Pas du Non. tout. Aujourd'hui, on demande un certificat de nationalité, un essai de naissance, je crois un casier judiciaire, une attestation de présence. C'est pour indiquer clairement que c'est une personne physique qui doit se présenter. Or, j'entends dire que Kama Soro Madou, comme il faisait partie d'une organisation de 6 mois, bien comme je ne sais pas en quelle année là, et on compte donc cette mandature, on ajoute à la mandature passée, il a fait 2 mandats. Non. Le Kama Soro Madou était membre du conseil d'administration au titre de la FESACI. 6 mois après, la FESACI l'a remplacé par une autre personne. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous prenez les tests, parce que on pas assez de temps, je vais vous sortir les tests, tous les documents pour que vous voyez ça. Vous verrez que c'est les centres syndicaux qui décident. On aura l'occasion. Voilà, on aura l'occasion. Mais pour résumer, c'est pour dire simplement que le Kama Soro Madou, en tant que personne physique, a fait un seul mandat. C'est à partir de 2021 que cette clause-là pourra être mise en avant pour l'ensemble des candidats. Parce que dans cette mandature-là, les personnes physiques auraient fait déjà 2 mandats. C'est en ce moment qu'on va dire, parmi tous ceux-là, quels sont ceux qui ont déjà fait 2 mandats dans un conseil d'administration? Ils ne peuvent plus se présenter. Or, ce n'est pas le cas actuellement. D'accord, merci. Merci beaucoup, monsieur Jean-Yves Abonga, pour cette longue explication. Merci à vous. Merci aussi pour l'occasion que vous me donnez. Je voulais lancer un appel aux fonctionnaires. D'abord, les féliciter pour la forte mobilisation qu'on a observée depuis le mois de janvier. Les exhorter à demeurer mobilisés parce que les enseignements qu'on peut tirer de cette lutte, c'est que c'est notre union qui a tout décanté. Et comme on le dit, l'union fait la force. Donc, qu'on puisse rester unis, solidaires, derrière le leader. On est restés les mêmes et on est encore plus engagés même à faire avancer leurs préoccupations dans les jours, les mois à venir. Je voudrais donc leur dire merci pour cela. Et puis à la population ivoirienne, indiquer que les fonctionnaires de Côte d'Ivoire sont à leur service. Veulent une fonction publique moderne et de qualité, mais ça passe par l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Et au gouvernement de respecter les engagements qui ont été pris à travers les accords qu'on a pris ensemble, pour que justement nous puissions sereinement, dans un cadre très apaisé, penser donc à l'amélioration des conditions de vie et au renforcement des capacités de la fonction publique ivoirienne. Je vous remercie. Merci beaucoup et bonne rentrée scolaire à vous. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est pour bientôt. Alors, chers amis internautes d'Ivoire TV.net, nous recevions sur ce plateau M. Jean-Yves Abonga. Il est le porte-parole de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette interview. Merci d'être resté à notre compagnie. Au revoir. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.